Manuel de recherche en sciences sociales, la 6e étape, l'analyse des informations 1. Objectif: le but de la recherche est de répondre à la question de départ, qui a sans doute bien évolué en chemin pour devenir la question de recherche. À cet effet, le chercheur formule des hypothèses et procède aux observations qu'elles requièrent. Il s'agit ensuite de constater si les informations recueillies correspondent bien aux hypothèses ou, en d'autres termes, si les résultats observés correspondent aux résultats attendus par hypothèse. Le premier objectif de cette phase d'analyse des informations est donc la vérification empirique. Mais la réalité est plus riche et plus nuancée que les hypothèses qu'on élabore à son sujet. Une observation sérieuse met souvent en évidence d'autres faits que ceux auxquels on s'attendait et d'autres relations que l'on ne peut tenir pour négligeables. Dès lors, l'analyse des informations a une seconde fonction, interpréter ces faits inattendus, revoir ou affiner les hypothèses afin que, dans les conclusions, le chercheur soit en mesure de suggérer des améliorations de son modèle d'analyse ou de proposer des pistes de réflexion et de recherche pour l'avenir. C'est le second objectif de cette nouvelle étape. Une fois encore, nous partirons ici d'exemples concrets, de sorte que les principes de la mise en œuvre de cette étape apparaissent clairement. Pour bien montrer la continuité entre l'observation et l'analyse, les deux exemples retenus seront les mêmes que dans l'étape précédente, les comportements sexuels et attitudes face au risque du sida et le mouvement blanc. Dans le premier, l'analyse sera quantitative, dans le second, elle sera qualitative. À partir de ces deux exemples, les trois opérations de l'analyse des informations pourront être précisées. Enfin, un panorama des principales méthodes d'analyse des informations sera présenté. Ainsi, au fil de cette étape, des enseignements généralisables seront progressivement dégagés, qui pourront être appliqués dans le cadre de recherches très différentes. Deux exemples. Outre ces deux exemples, deux applications supplémentaires seront encore présentées dans la dernière section de cet ouvrage. 2.1 Les comportements sexuels et attitudes face au risque du sida. Pour ce qui concerne le modèle d'analyse du réseau social développé précédemment, nous avons notamment fait l'hypothèse que les idéaux conjugaux des individus, relativement à la monogamie, étaient déterminés par les normes pratiques de leur réseau social, approchées à partir des cercles familial, amical et des collègues. Pour l'enquête de 1993, Marchesi, Winamp et Ferrand A. Aussi, le questionnaire comprenait une question pour appréhender les normes pratiques de chaque cercle et une question pour les normes idéales d'égaux, les individus interrogés. Après la phase d'observation, nous disposons des réponses aux questions relatives aux indicateurs et dimensions des concepts. Comment faut-il traiter ces réponses informations pour pouvoir dire avec certitude que les normes en la matière influencent bien les comportements? A. Les tableaux croisés. On pourrait commencer par tester l'hypothèse partielle de l'influence normative du cercle familial sur les normes idéales d'égaux, en mobilisant la question relative au premier indicateur de la dimension, normes pratiques du réseau, dans votre famille, en ce qui concerne les rapports de couple. Quel est le modèle qui domine dans les faits, c'est-à-dire ce qui se passe concrètement? Est-ce la fidélité pour la vie, la fidélité tant qu'on est avec quelqu'un, la fidélité avec quelques écarts exceptionnels ou des aventures ou relations parallèles fréquentes? Le tableau qui suit met les normes idéales d'égaux en regard des normes pratiques du cercle familial. Ce tableau et les suivants ont été construits à partir de ceux figurant dans l'article en référence. Ils ont été légèrement simplifiés et modifiés dans un souci pédagogique. Par souci de simplification, les « ne sais pas » et les « non-réponses » ne seront pas présentés, mais ils ont bien été pris en compte pour les calculs. Cela explique que la colonne « totale » puisse présenter un effectif supérieur à l'addition des effectifs des autres colonnes. La lecture des tableaux. Globalement, ces résultats semblent confirmer l'hypothèse partielle d'une correspondance entre les normes pratiques du cercle familial et les normes idéales des individus. On voit en effet que les individus qui perçoivent la fidélité pour la vie comme norme pratique dominante dans leur cercle familial sont très nombreux, 72%, à présenter cette norme comme leur propre idéal. Ceux qui déclarent que la fidélité tant qu'on est avec quelqu'un est la norme pratique dominante au sein de leur famille sont 76% à choisir cette norme comme leur propre idéal, et même ceux qui estiment qu'un modèle avec écart domine au sein de leur cercle familial sont encore 43% à opter eux-mêmes pour ce modèle, par ailleurs très minoritaire, puisque retenu par seulement 8% de l'ensemble des personnes interrogées. D'après ce tableau, il ne fait guère de doute que les modèles idéaux des répondants correspondent tendanciellement aux normes pratiques observées dans leur cercle familial.
De façon générale cependant, lorsque l'on entreprend la lecture d'un tableau et que l'on compare des pourcentages, se pose la question de savoir à partir de quand l'on peut considérer que les écarts entre pourcentages sont significatifs. Les ouvrages spécialisés vous apprendront qu'il existe des tests statistiques appropriés pour vous guider dans votre réponse. Ces ouvrages expliquent très clairement et simplement le pourquoi et le comment des tests de signification. Pour le tableau croisé qui précède, un tel test, le chi carré, a été calculé, égale 1043,6. Les probabilités associées à ce test, P 0,000, permettent d'affirmer que les tendances observées sont statistiquement significatives, il n'y a même pas une chance sur 1000 que la tendance observée soit due au hasard. Une précision importante cependant, si un test permet d'affirmer avec quasi-certitude que deux phénomènes sont statistiquement liés, aucun test n'expliquera jamais la raison de ce lien statistique. Si l'on reprend l'exemple que l'on vient de développer, cela signifie que le test confirme que les modèles idéaux des répondants correspondent bien tendanciellement aux normes pratiques qu'ils observent dans leur famille proche, mais le test ne permet pas d'établir un lien de causalité. D'un point de vue statistique, rien ne permet de trancher entre l'hypothèse de l'influence des normes pratiques familiales sur les normes idéales d'ego et l'hypothèse inverse de l'influence d'ego et de ces normes sur les pratiques, visibles, des membres de son cercle familial. Le lien statistique établi ne trouvera de sens qu'une fois relié à l'ensemble des résultats d'analyse et confronté au modèle théorique. Revenons à notre hypothèse générale. Comme nous ne disposons que de 3 indicateurs pour la dimension, norme pratique du réseau, l'approche tableau par tableau est possible, elle a cependant aussi ses limites, sur lesquelles nous reviendrons ci-dessous. Après avoir testé l'hypothèse partielle de l'influence normative du cercle familial sur les normes idéales d'ego, le chercheur peut faire de même pour celles ayant trait à l'influence normative du cercle amical d'abord, du cercle des collègues ensuite. Les tableaux correspondants, non repris ici, montrent également une relative correspondance entre les normes pratiques du cercle amical et du cercle des collègues d'une part et les normes idéales des individus d'autre part. Effet cumulatif, effet déterminant. Le raisonnement peut être poussé plus loin. Bien que les résultats montrent une relative correspondance entre les normes idéales d'ego et les normes pratiques des 3 cercles considérés indépendamment les uns des autres, le chercheur pourrait se demander si l'on peut s'attendre à un effet cumulatif des différents cercles, ce qui l'amènera alors à tenir compte des normes pratiques des 3 cercles à la fois. Pour ce faire, il va distinguer les situations d'homogénéité normative, où la même norme pratique domine au sein des 3 cercles, celle de majorité normative, où une même norme pratique domine au sein de 2 cercles sur 3, et celle d'hétérogénéité normative, où chaque cercle présente une norme pratique différente. Le tableau ci-contre répond à cette question. Ce tableau montre que lorsque les 3 cercles présentent une même norme, homogénéité normative, la probabilité est grande qu'Ego adopte cette norme comme son idéal. Au total, 47% ont opté pour la fidélité pour la vie, mais ce pourcentage passe à 89% chez celles et ceux qui voient cette norme dominer dans les faits dans leurs 3 cercles. Dans l'échantillon, 45% ont opté pour la fidélité tant qu'on est avec quelqu'un, mais ce pourcentage passe à 78% chez celles et ceux qui voient cette norme dominée dans l'ensemble de leur réseau social, et même pour le modèle laissant place aux écarts conjugaux, très minoritairement choisi, 8% des répondants, une homogénéité normative au sein du réseau allant en ce sens fait passer ce pourcentage à 47%, soit 6 fois plus. Un effet cumulatif semble donc bien à l'œuvre. Toujours avec ces mêmes données, le chercheur pourrait se demander si un cercle n'a pas un effet plus déterminant que les autres. Il pourrait ainsi étudier ce qu'il advient des normes idéales d'ego lorsque les normes pratiques d'un cercle diffèrent de celles des 2 autres. Ces analyses, qu'on ne reprendra pas ici, lui apprendraient que dans ces situations, seules les normes pratiques familiales restent tendanciellement en correspondance avec les normes idéales d'ego. Autrement dit, les normes familiales apparaissent plus déterminantes que celles des 2 autres cercles. Les manuels spécialisés présentent de nombreuses méthodes plus sophistiquées, comme les divers modèles de régression, permettant de traiter ces questions. Mais il convient de bien comprendre que les 2 questionnements autour de l'effet cumulatif et de l'effet déterminant ne trouveront jamais de réponse définitive. Le test des hypothèses complémentaires amènera le chercheur à les reposer à nouveau. Dans un article demeuré célèbre, discutant du taux d'écoute de différentes émissions radiophoniques, religieuses, politiques et de musique classique entre jeunes et vieux, Paul Lazarsfeld a donné des exemples de situations où une différence établie entre jeunes et vieux tantôt disparaissait, tantôt se maintenait,
lorsque l'on faisait intervenir une troisième variable, le niveau d'instruction, appelé variable test. Il a même présenté une situation où l'introduction de cette variable test faisait apparaître des différences entre jeunes et vieux pour chaque niveau d'instruction alors qu'il n'y en avait pas lorsque la population était considérée dans son ensemble. P. Lazarsfeld, l'interprétation des relations statistiques comme procédure de recherche, l'analyse empirique de la causalité, Paris, Mouton, p. 15 à 27, 1966. Les variables test, relativement à l'influence du réseau social sur les normes idéales d'ego, l'hypothèse du rôle potentiellement déterminant du contrôle social des différents cercles a également été formulée. Cette hypothèse peut être articulée à celle qui vient d'être discutée. Cela revient à dire, on a vu que les normes d'ego étaient largement en correspondance avec les normes pratiques de son réseau, et principalement de celles de son cercle familial, mais ces chiffres ne cachent-ils pas d'autres relations plus pertinentes ? C'est ici que se pose le problème de l'analyse des relations entre les variables et leur signification. Les variables tests que le chercheur va faire intervenir sont notamment celles qui renvoient aux hypothèses complémentaires formulées dans la phase de construction du modèle d'analyse, et donc, pour notre exemple, le contrôle social familial tel que perçu par Ego. Le tableau ci-contre introduit la variable test, contrôle social familial, et distingue les situations où Ego perçoit le contrôle familial comme étant faible et celles où il le ressent comme étant fort. Ce tableau montre que, malgré la variable test, les normes idéales d'Ego restent tendanciellement en correspondance avec les normes pratiques familiales. Néanmoins, on observe aussi un effet spécifique lié à la perception subjective du contrôle exercé par le cercle familial, ou un effet d'interaction entre les deux variables indépendantes, normes pratiques du cercle familial et perception du contrôle exercé par ce cercle sur les normes d'Ego. Ainsi, la perception subjective du contrôle familial modifie la relation entre normes pratiques familiales et normes idéales d'Ego, le sentiment de pouvoir échapper au contrôle familial, contrôle social faible, CS, accroît de 1 à 7%, de 3 à 8%, de 35 à 45% selon la norme pratique familiale, la probabilité qu'Ego opte pour un modèle qui laisse place aux écarts, alors que le sentiment de ne pas pouvoir échapper au contrôle de sa famille, contrôle social fort, CS+, accroît de 65 à 79%. De 15 à 22%, de 19 à 28% selon les cas, la probabilité qu'Ego opte pour le modèle de la fidélité pour la vie. B. Les indices de synthèse. Ces analyses montrent le potentiel d'analyse d'outils pourtant simples en apparence comme les tableaux croisés. Cette manière d'entamer l'analyse des données n'est cependant pas la voie royale. Lorsque l'on dispose de nombreux indicateurs pour une même dimension, elle est même contre-indiquée. On va expliciter cela à partir de l'hypothèse que nous avons retenue pour ce qui concerne le modèle d'analyse CAB, à savoir, mieux une personne connaît les modes de transmission du VIH et les moyens de protection contre ce virus, moins elle court de risque d'en être contaminée lors de ses relations sexuelles. Les questions portant sur les connaissances comme celles portant sur les comportements sont nombreuses. On pourrait certes produire un premier tableau croisant les réponses à la première question de connaissance. Par exemple, d'après vous, la transmission du virus du sida est-elle possible lors de rapports sexuels vaginaux, avec celle à la première question relative au comportement? Par exemple, lors de votre premier rapport sexuel, avez-vous utilisé un préservatif, et procédé ainsi de suite. Une telle façon de travailler peut vite s'avérer fastidieuse. En effet, une douzaine de questions de connaissances seulement et à peine 5 questions sur les comportements nous amèneraient à devoir produire et analyser pas moins de 60 tableaux. Mais surtout, prêter ainsi l'information est statistiquement critiquable et risquerait aussi de nous faire passer à côté de l'essentiel. La procédure est statistiquement critiquable parce qu'en examinant de très nombreux tableaux relatifs à deux concepts ou phénomènes totalement indépendants l'un de l'autre, il n'est pas rare que, par le hasard de l'échantillonnage, un tableau suggère un lien entre eux. Dès lors, mettre en exergue les résultats de ce tableau équivaudrait à confondre un événement produit par hasard, peu susceptible de se reproduire, avec une logique sociale plus profonde. La procédure serait peu judicieuse car chaque indicateur est indissociable de l'ensemble des indicateurs de la dimension. Si l'hypothèse de l'impact du niveau de connaissance sur les comportements mérite d'être testée, on peut s'interroger sur l'intérêt qu'il y aurait à étudier, par exemple, le lien entre la connaissance du risque de transmission en buvant au verre d'une personne contaminée, une question de connaissance parmi d'autres, et le fait d'avoir, ou non, effectué un test de dépistage avant d'entamer une nouvelle relation, un comportement parmi d'autres.
La nécessité d'une approche qui tienne compte simultanément de plusieurs comportements s'impose d'autant plus que certains comportements de protection sont, en termes d'efficacité contre le VIH, quasi substituables l'un à l'autre. Par exemple, au début d'une relation, deux partenaires pourraient opter pour l'utilisation d'un préservatif ou pour attendre, avant leur premier rapport sexuel, les résultats d'un double test de dépistage. Autrement dit, ne pas utiliser le préservatif n'est pas en soi un indicateur de prise de risque. Le principe à suivre est de travailler par dimension du concept et d'entreprendre, pour chacune d'elles, une synthèse des informations, en regroupant si possible les réponses qui s'y rapportent. Une manière de procéder consiste à construire des indices qui synthétisent les informations fournies par les indicateurs. Pour la dimension des modes de transmission du virus, avec des libellés de questions légèrement différents de ceux présentés à l'étape précédente, N. Belzer, L. Saboni, C. Sauvage, C. Soman et le groupe CAB, auteur du rapport de l'enquête CAB 2010, astérisque les connaissances, attitudes, croyances et comportements face au VIH-Sida en Île-de-France en 2010 astérisque, Observatoire régional de santé d'Île-de-France, 2011, ont construit un tel indice de connaissance des modes de transmission certains, en calculant un score variant de 0 à 5 en fonction du nombre de réponses correctes aux questions relatives aux modes de transmission qualifiés de certains, à savoir les réponses oui. Pour celles traitant des rapports sexuels sans préservatif et d'une piqûre de drogue avec une seringue déjà utilisée, et les réponses non, pour celles évoquant l'usage des toilettes publiques, le fait de boire dans le verre d'une personne contaminée et la piqûre de moustique. L'indice a été construit de façon telle qu'un score élevé traduise un degré de connaissance élevé. À condition de ne pas se leurrer sur sa signification, cette expression synthétique des informations présente beaucoup d'intérêt. Même si la mesure est simpliste, elle illustre jusqu'où peut aller la procédure de description et d'agrégation des données quand celles-ci le permettent. L'objectif est, en fait, de regrouper au mieux les données concernant une dimension ou une composante, et l'idéal est de les décrire par un indice pertinent. Outre le fait qu'il constitue une synthèse de l'information, un tel indice peut être mobilisé pour observer l'évolution des connaissances au fil du temps. Avec des scores moyens oscillant entre 4,55 et 4,44 depuis 1994, le degré de connaissance peut être considéré comme relativement bon tout au long de la période étudiée. On peut aller plus loin et entreprendre de comparer ces indices. Certains d'entre eux paraissent très proches, ne variant que de 1 ou 2 centièmes de point. Mais qu'en est-il de l'écart enregistré entre la première enquête, 1994, 4,55, et la dernière, 2010, 4,46 ? Un écart de 0,09 points existe bel et bien, mais est-il suffisant pour dire que le score de connaissance a baissé entre 1994 et 2010 ? Ici aussi, les auteurs de ce tableau ont calculé un test statistique qui permet de répondre à cette question. L'information qui suit le tableau, P 2004 vs 2010 0,05, P 1994 vs 2010 0,05, nous informe que les scores moyens de 2004 et 2010 ne peuvent être considérés comme différents, l'écart n'étant pas statistiquement significatif, mais qu'en revanche, les scores moyens de 1994 et 2010 sont bien statistiquement différents, que l'on a moins de 5 chances sur 100 de se tromper en affirmant que le score de connaissance des modes de transmission, certains, a diminué entre ces deux dates. Comme on le voit ici, quand les échantillons sont grands, un écart même faible peut s'avérer statistiquement significatif. Cela signifie simplement qu'il est très probable qu'un écart existe bel et bien dans la population dont les échantillons sont issus. A l'inverse, lorsque les échantillons sont petits, des écarts même importants peuvent se révéler statistiquement non significatifs. Ces tests sont importants si l'on veut éviter de tirer de fausses conclusions. Revenons à notre hypothèse. Après avoir traité les données relatives aux indicateurs de la première dimension, on passera aux suivantes en procédant, si possible, de la même manière. Lorsque le calcul d'un indice synthétique n'est pas possible, le chercheur se rabattra sur des techniques plus simples en traitant chaque question de façon isolée. Pour le test de l'hypothèse portant sur le lien entre connaissance et comportement, un indice de comportement devra être construit de façon similaire à partir des questions portant sur les pratiques investiguées lors de l'enquête. La relation entre les deux indices pourra alors être étudiée.
Le chercheur comparera par exemple le score moyen de l'indice de prise de risque des personnes ayant une bonne connaissance des modes de transmission avec celui des personnes ayant une mauvaise connaissance des modes de transmission du virus. Cet exercice, non présenté ici, pourra être réalisé à partir des données fournies dans le complément numérique. La construction d'un indice. Le mode de construction d'un indice de synthèse vient d'être présenté de façon extrêmement simple. Il n'est cependant pas inutile d'attirer l'attention de ceux qui voudraient se lancer dans un tel exercice sur 3 points. La cohérence d'un indice dépend du travail d'opérationnalisation des concepts et des dimensions. Si des dimensions sont oubliées, si des indicateurs sont mal choisis, l'indice en sera immanquablement affecté. L'équilibre de l'indice dépend aussi de ce travail. Si le chercheur possède 4 indicateurs pour une dimension d'un concept et un seulement pour l'autre dimension, et qu'il les intègre tous, ou les variables qui les mesurent, dans la construction de son indice, il accordera de fait plus d'importance à la première dimension qu'à la seconde, sauf s'il donne un poids 4 fois plus grand à ce dernier indicateur qu'à chacun des 4 autres. Il existe des outils statistiques qui permettent de vérifier que différents indicateurs varient ensemble et relèvent donc bien d'une même réalité. À titre d'exemple, l'alpha de Cronbach mesure l'homogénéité des indices construits. Plusieurs types d'analyses factorielles peuvent également être mobilisés lors d'un travail de construction d'indices de synthèse.